Le tonnerre n'avait jamais désobéi, pas une seule fois en 20 ans. Mais aujourd'hui, le vieux cheval se tenait figé dans l'embrasure de la grange, refusant de bouger d'un pouce. Son imposante silhouette bloquait l'accès à sa propre propriété à Jacques Miller. Jacques essuya la sueur de son visage buriné et tira plus fort sur la longe. Le soleil du matin frappait sans merci la terre craquelée de son ranch en difficulté, et il avait du travail. Il fallait distribuer le fourrage, réparer les clôtures, et répondre aux créanciers qui attendaient des explications qu'ils n'avaient pas. Mais le tonnerre restait planté là, tel une montagne, ses yeux sombres fixés sur quelque chose à l'intérieur de la grange obscure. « Allez, mon vieux » marmonna Jacques, sa voix portant la lassitude d'un homme qui se battait une bataille perdue d'avance depuis des mois. La sécheresse avait emporté la plupart de son bétail. La banque tournait autour comme des vautours, et maintenant, son compagnon le plus fiable agissait comme s'il avait perdu la raison. Les narines du tonnerre se dilatèrent, et il laissa échapper un grognement sourd et vibrant qui semblait dire qu'il n'allait bouger pour rien au monde. Jacques avait hérité de cette terre de son père, qu'il avait lui-même hérité de son père avant lui. 3 générations de Miller avaient travaillé cette terre, et maintenant, il semblait que Jacques serait celui qui tout perdrait. Le ranch, qui s'étendait autrefois sur des centaines d'hectares, n'en comptait plus que 40, et même cela était hypothéqué jusqu'à la garde. Chaque matin apportait de nouveaux rappels de ses échecs. Du matériel cassé qu'il ne pouvait se permettre de réparer. Des pâturages vides où le bétail avait autrefois paître, et des factures qui s'empilaient plus haut que le foin qu'il ne pouvait plus acheter. Mais le tonnerre avait toujours été différent. Alors que d'autres chevaux s'effrayaient des ombres ou refusaient le travail ardu, ce hongre était aussi solide qu'un roc. Il avait porté Jacques à travers d'innombrables tempêtes, littérales et métaphoriques. Pendant le pire de la sécheresse, lorsque Jacques avait dû abattre la moitié de son troupeau, le tonnerre s'était tenu patiemment pendant que son propriétaire pleurait sur son encolure. Quand la femme de Jacques, Claire, était partie il y a 2 ans, incapable de regarder plus longtemps leurs rêves s'écrouler, le tonnerre avait été la seule créature vivante qui soit restée. Maintenant, pour la première fois de sa vie, le tonnerre refusait de coopérer. Les oreilles du cheval étaient dressées vers l'avant, non pas en signe de colère, mais d'alerte et de protection. Son langage corporel dégageait de la détermination, pas de la défiance. Jacques avait déjà vu cette posture, mais seulement lorsque le tonnerre protégeait quelque chose qui lui tenait à cœur. Jacques lâcha la longe et recula, étudiant le comportement de son cheval. Le tonnerre se détendit immédiatement, mais ne quitta pas sa position. Le regard du cheval restait fixé sur un point au fond de la grange, près du vieux silo à grains que Jacques utilisait rarement. Il n'y avait plus assez de grains à stocker. « Qu'est-ce qui te prend » demanda Jacques, plus à lui-même qu'au cheval. La queue du tonnerre s'agita une fois, et il déplaça son poids, mais tint bon. C'était comme si l'animal montait la garde devant quelque chose de précieux, quelque chose qui nécessitait une protection. Le vent se leva, soulevant la poussière autour des bottes de Jacques et faisant cliqueter les planches branlantes de l'extérieur de la grange. Au loin, il pouvait voir la propriété de son voisin, où des champs verts irrigués s'étiraient vers l'horizon. L'argent pouvait acheter de l'eau, même en période de sécheresse. Mais l'argent, c'était quelque chose qui manquait à Jacques Miller depuis longtemps. Mais le comportement étrange du tonnerre le tracassait. Durant toutes leurs années ensemble, le cheval n'avait jamais agi ainsi. Quelque chose était différent aujourd'hui. Quelque chose qui avait captivé l'attention du tonnerre au point qu'il avait abandonné son obéissance de toujours pour en assurer la garde. Quoi que le tonnerre protégeait dans cette grange, c'était suffisamment important pour que l'animal le plus loyal que Jacques ait jamais connu risque la colère de son maître. Et cette pensée lui donna un frisson qui n'avait rien à voir avec le vent matinal. Jacques fit le tour de la grange, cherchant une autre entrée. L'entrée arrière avait été barricadée il y a des années après qu'une tempête avait endommagé le cadre, mais peut-être pourrait-il se faufiler par les interstices des planches usées. Le tonnerre suivit son mouvement de ses intelligents yeux bruns, sans jamais quitter son poste à la porte principale. Alors que Jacques approchait de l'arrière de la grange, le tonnerre hennit, non pas un salut, mais un avertissement. Le son était aigu et urgent, le genre d'appel que Jacques n'avait entendu que lorsque le tonnerre sentait un réel danger. Mais il n'y avait aucun danger ici, juste une grange vide et un cheval têtu. Jacques s'arrêta devant l'entrée barricadée, passant ses doigts sur le vieux bois. Son grand-père avait construit cette grange de ses propres mains en 1932,
utilisant le bois d'arbre qui avait poussé sur la propriété pendant plus d'un siècle. Chaque planche racontait une histoire de travail acharné et de détermination, des qualités qui semblaient avoir complètement sauté la génération de Jacques. À travers une fissure dans les planches, il pouvait voir à l'intérieur, dans la pénombre. Des grains de poussière dansaient dans les rayons de soleil qui filtraient à travers le toit, et des toiles d'araignée drapaient les chevrons comme des rideaux abandonnés. Mais là, dans le coin le plus éloigné, où le tonnerre continuait de fixer, Jacques remarqua quelque chose qui le fit plisser les yeux. Le sol en terre semblait différent à cet endroit. Alors que le reste de la grange montrait les marques aléatoires d'années d'utilisation, cette zone particulière semblait avoir été délibérément remuée. La terre était légèrement bombée, comme si quelque chose avait été enterré, et le sol s'était affaissé de manière inégale avec le temps. Le cœur de Jacques se mit à battre la chamade. Son père avait toujours été secret sur certaines parties du ranch, surtout dans les dernières années avant sa mort, il y a 5 ans. Il y avait eu des visites nocturnes à la grange, des conversations chuchotées avec de vieux habitants de la ville, et une atmosphère générale de mystère que Jacques avait attribuée à la déchéance mentale de son père. Mais et si ce n'avait pas été de la démence du tout? Et si son père avait protégé quelque chose, tout comme le tonnerre le faisait maintenant? La posture protectrice du tonnerre prit soudain tout son sens. Le cheval avait été le compagnon de son père bien avant que Jacques n'en hérite. Si quelqu'un connaissait les secrets de famille, ce serait l'animal qui avait monté la garde pendant 2 décennies. Jacques tenta de forcer le passage à travers la fissure dans les planches, mais l'ouverture était trop étroite pour ses larges épaules. Il fallait que le tonnerre bouge, mais le cheval semblait plus déterminé que jamais à maintenir sa vigilance. Chaque fois que Jacques s'approchait de l'entrée principale, le tonnerre baissait la tête et dressait ses oreilles. Pas par agression, mais par un refus absolu. « D'accord, mon vieux, » dit Jacques, reculant et levant les mains en signe de reddition. « Tu gagnes cette manche. » Il se dirigea vers son pick-up et en sortit une pelle, son esprit tourbillonnant de possibilités. Si le tonnerre gardait quelque chose enterré, alors Jacques devrait aborder cela sous un autre angle. Littéralement, la paroi extérieure de la grange montrait des signes de vieillissement et de dommages causés par les intempéries. Près de l'endroit où le tonnerre fixait, Jacques remarqua que certaines pierres de fondation s'étaient déplacées au fil des ans, créant de petits interstices entre le mur de la grange et la base en béton. Ce n'était pas grand-chose, mais peut-être suffisant. Jacques s'agenouilla près de la grange et commença à creuser le long de la fondation, travaillant à créer un tunnel sous le mur. La terre était dure et récalcitrante, mais des années de travail à la ferme l'avaient rendu fort. Pendant qu'il creusait, le tonnerre s'approcha de l'entrée de la grange, sa vigilance augmentant plutôt que diminuant. Après 1 heure de travail éreintant, Jacques avait creusé un étroit tunnel juste assez large pour qu'il puisse s'y glisser. Il se mit à plat ventre et se faufila sous le mur de la grange, émergeant à l'intérieur de l'intérieur poussiéreux comme un homme renaissant. Les hennissements du tonnerre depuis l'extérieur devenaient plus agités, comme si le cheval savait que sa barrière protectrice avait été franchie. Jacques se releva et secoua la poussière de ses vêtements, ses yeux s'habituant à la faible lumière. Il était maintenant à l'intérieur de la grange, mais les appels désespérés du tonnerre depuis l'extérieur lui disaient que quoi qu'il soit enterré ici, son cheval se battrait pour le protéger jusqu'à son dernier souffle. Les bottes de Jacques résonnaient dans la grange vide alors qu'il s'approchait de la zone de terre remuée. Les appels du tonnerre depuis l'extérieur étaient devenus plus frénétiques, et Jacques pouvait entendre le cheval faire les 100 pas près de l'entrée, ses sabots frappant le sol avec agitation. De près, l'irrégularité de la terre était encore plus évidente. Quelqu'un avait certainement creusé ici, et assez récemment que la terre ne s'était pas encore complètement tassée. Jacques s'agenouilla et écarta la couche superficielle avec ses mains, sentant la terre céder facilement sous son toucher. Ses doigts rencontrèrent quelque chose de dur. Le pouls de Jacques s'accéléra alors qu'il dégageait plus de terre, révélant le coin de ce qui semblait être une boîte en bois. Le bois était vieux, mais bien conservé, protégé par la terre sèche à l'abri de la grange. Alors qu'il travaillait à découvrir plus du conteneur, les hennissements du tonnerre atteignirent un paroxysme. La boîte était plus grande que ce que Jacques avait prévu, à peu près de la taille d'une malle militaire. De lourdes charnières de fer couraient le long d'un côté, et un fermoir simple mais robuste la maintenait fermée. Il n'y avait pas de serrure, mais le mécanisme était raide avec l'âge et nécessita plusieurs tentatives avant de céder enfin avec un clic rouillé. Jacques hésita avant d'ouvrir le couvercle.
Quoi qu'il y ait à l'intérieur avait été assez important pour que son père l'enterre, et assez vital pour que le tonnerre le garde au péril de sa vie. Le poids des secrets de famille pesait sur lui comme la chaleur oppressante de la sécheresse extérieure. Les appels du tonnerre avaient changé maintenant, devenant plus mélancoliques que frénétiques, comme si le cheval savait que sa longue veille touchait enfin à sa fin. Jacques souleva le couvercle. La première chose qu'il vit fut de l'argent. Pas quelques billets, mais des liasses et des liasses de monnaie reliées par des élastiques qui s'étaient détériorés avec le temps. Les mains tremblantes, Jacques prit un des paquets. Les billets étaient vieux mais authentiques, principalement des centaines et des 50 qui avaient été soigneusement conservés. Mais il y avait plus que de l'argent dans la boîte. Sous le numéraire se trouvait une collection de documents enveloppés dans du tissu huilé. Jacques déplia la couverture protectrice pour révéler des titres de propriété, des contrats et des papiers légaux qui lui glacèrent le sang. Les documents montraient que son père n'avait pas perdu la terre familiale à cause de la sécheresse et des dettes. Comme Jacques l'avait toujours cru, il l'avait vendue. Petit à petit, année après année, son père avait secrètement vendu des parcelles du ranch Miller à des promoteurs et à des fermiers voisins. Les papiers détaillaient des transactions remontant à près de 15 ans, chaque vente rapportant des sommes considérables qui avaient apparemment été cachées plutôt qu'utilisées pour sauver le ranch. Les mains de Jacques tremblaient alors qu'il lisait contrat après contrat. Son père avait vendu les droits sur l'eau des pâturages de l'Est, les droits miniers des collines du Nord, et même les droits de développement des terres les plus proches de la route principale. Au total, les ventes représentaient des centaines de milliers de dollars, de l'argent qui aurait pu sauver le ranch 10 fois. Mais le document le plus choquant se trouvait au fond de la pile. C'était un acte montrant que le père de Jacques avait vendu la maison du ranch et les 40 acres restants à Blackwood Development Corporation, la transaction datant de seulement 2 semaines avant sa mort. Selon les documents, la famille Miller vivait sur du temps emprunté depuis 5 ans et Jacques ne l'avait jamais su. Les appels mélancoliques du tonnerre depuis l'extérieur semblaient porter le poids de toutes ces années à garder le secret de son maître. Le cheval loyal avait vu Jacques lutter et souffrir, sachant depuis le début que le soulagement reposait sous ses sabots. Jacques fixa l'acte avec son nom dessus, son esprit tourbillonnant des implications. Selon les documents, il n'était pas seulement l'héritier d'un ranch en difficulté. Il était le propriétaire involontaire d'une propriété qui avait déjà été vendue. Le document final de la pile était une reconnaissance de dette stipulant que Blackwood Development prendrait possession de la terre à la mort de Jacques Miller ou à sa renonciation volontaire à la propriété. Son père avait essentiellement vendu l'héritage de Jacques tout en le laissant croire qu'il se battait pour sauver l'héritage familial. Mais il y avait quelque chose d'autre dans la boîte qui fit retenir son souffle à Jacques. Cachée sous les documents juridiques se trouvait une lettre manuscrite dans l'écriture distinctive de son père. Le papier était jauni par le temps, et l'encre avait pâli, mais les mots étaient encore lisibles. « Jacques » commençait la lettre. « Si tu lis ceci, alors le tonnerre a enfin laissé quelqu'un trouver ce qu'il gardait. Ce cheval aimait cette famille plus que je ne le méritais, et il a gardé ma honte enterrée, tout comme je lui ai demandé. » Les mains de Jacques tremblaient alors qu'il continuait de lire. Les confessions de son père se répandaient sur les pages, détaillant des années de dettes de jeu qu'il avait forcé à vendre le ranch pièce par pièce. La sécheresse n'avait pas détruit l'héritage des Miller. L'addiction de son père aux parties de poker dans les arrière-salles des saloons de Millfield l'avait fait. Je me disais que je pouvais le regagner, continuait la lettre. Chaque vente était censée être temporaire, juste assez longtemps pour avoir l'argent pour un gros jeu qui résoudrait tout. Mais le trou ne faisait que s'agrandir, et les mensonges ne faisaient que s'empiler. Les instincts protecteurs du tonnerre prirent soudain tout leur sens. Le cheval n'avait pas seulement gardé de l'argent et des documents. Il avait protégé Jacques d'une vérité qui l'aurait détruit des années plus tôt. Mais la lettre révélait quelque chose d'encore plus choquant. Le père de Jacques avait fait un dernier pari avant sa mort, utilisant les dernières économies cachées de la famille pour racheter un seul bien qu'il considérait comme le plus précieux de tous. Les droits sur l'eau de la source souterraine qui alimentait le ruisseau traversant la partie nord du ranch. L'eau t'appartient maintenant, avait écrit son père. Blackwood ne connaît pas la source, et les contrats précédents n'incluaient pas les droits du sous-sol. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est quelque chose. Peut-être assez pour recommencer ailleurs. Jacques posa la lettre et creusa plus profondément dans la boîte. Tout au fond, enveloppé dans un autre morceau de tissu huilé, se trouvait un petit objet métallique qui lui fit manquer un battement de cœur. C'était une clé attachée à une étiquette en laiton marqué,
boîte de dépôt 247, Première Banque Nationale de Millfield. Le tonnerre s'était tu dehors, comme s'il sentait que sa longue veille touchait enfin à sa fin. Jacques sortit du trou et se dirigea vers l'entrée de la grange, où le tonnerre se tenait la tête basse. Les yeux sombres du cheval croisèrent les siens, et Jacques y vit quelque chose qu'il n'avait jamais remarqué auparavant. Pas seulement de la loyauté, mais une tristesse profonde et durable. Le tonnerre portait le poids des secrets de famille depuis des années, incapable de révéler ce qu'il savait, mais refusant d'abandonner son poste. « Tu m'as protégé tout ce temps, n'est-ce pas, mon vieux ?» murmura Jacques, tendant la main pour caresser le cou du tonnerre. Le cheval se pressa contre sa main, se permettant enfin de s'écarter de l'entrée qu'il gardait. Jacques regarda la boîte, puis la clé dans sa main. Quoi qu'il y ait dans cette boîte de dépôt, cela représentait le dernier chapitre de l'histoire de son père. Mais cela pourrait aussi être le premier chapitre de la chance de Jacques de reconstruire. Le soleil montait maintenant plus haut, et la chaleur devenait insupportable. Jacques avait un choix à faire. Il pouvait prendre l'argent et la clé et disparaître, laissant derrière lui le ranch et tous ses fardeaux. Ou il pouvait utiliser ce que son père lui avait laissé pour se battre contre Blackwood Développement et récupérer ce qui restait de l'héritage Miller. Le tonnerre le poussa doucement de l'épaule, comme pour lui rappeler que certaines choses valaient la peine de se battre, même quand les chances semblaient impossibles. Et pour la première fois depuis des années, Jacques Miller ressentit quelque chose qu'il avait presque oublié. L'espoir. Jacques chargea la boîte dans son pick-up, le tonnerre marchant calmement à ses côtés pour la première fois ce matin-là. Le trajet jusqu'à Millfield dura 20 minutes à travers un paysage autrefois verdoyant et prospère, mais qui gisait maintenant craquelé et brun sous le soleil implacable. Chaque kilomètre rappelait à Jacques ce que la sécheresse avait pris à des familles comme la sienne. La Première Banque Nationale de Millfield se dressait sur Main Street comme un monument au temps meilleur. Sa façade de briques avait résisté à des décennies de hauts et de bas économiques, servant des agriculteurs et des éleveurs qui avaient bâti leur vie sur la promesse d'une eau fiable et de terres fertiles. Jacques se gara à l'extérieur et s'assit un instant, la clé tiède dans sa paume. À l'intérieur, la directrice de la banque, Hélène Crane, leva les yeux de son bureau avec surprise. Hélène était allée à l'école avec la femme de Jacques, Claire, et son expression portait la sympathie gênée de quelqu'un qui avait vu un mariage s'effondrer de loin. « Jacques Miller, dit-elle, se levant pour le saluer. J'ai entendu parler de vos problèmes avec le ranch. Je suis désolé que les choses aient été si difficiles. » Jacques posa la clé sur son bureau. « J'ai besoin d'accéder à la boîte de dépôt 247. Elle appartenait à mon père. » Le visage d'Hélène changea, sa deméanore professionnelle glissant légèrement. Boy 247. Jacques, cette boîte a été payée 5 ans à l'avance. Votre père a été très spécifique quant à qui pouvait y accéder et quand. Que entendez-vous par là? Hélène sortit un épais dossier et feuilleta plusieurs pages. Il a laissé des instructions selon lesquelles la boîte ne pouvait être ouverte que par vous et seulement si vous présentiez cette clé spécifique ainsi que. Elle marqua une pause, vérifiant à nouveau le document, ainsi qu'une preuve que vous aviez découvert la vérité sur les ventes du ranch. Jacques sentit un frisson lui parcourir l'échine. Son père avait anticipé ce moment, l'avait planifié, l'avait orchestré dans les moindres détails. Même la garde du tonnerre avait fait partie d'un design élaboré pour s'assurer que Jacques découvrirait la vérité cachée exactement au bon moment. Hélène le conduisit au coffre-fort, où des rangées de boîtes de dépôt tapissaient les murs comme des tombes métalliques contenant des secrets de famille. La boîte 247 était plus grande que la plupart, nécessitant 2 clés pour être ouverte. Hélène fournit la clé de la banque, et Jacques inséra celle de son père. À l'intérieur de la boîte se trouvait une autre lettre, celle-ci scellée dans une enveloppe marquée, pour les yeux de Jacques uniquement. Sous la lettre se trouvaient des liasses d'obligations au porteur, chacune valant des milliers de dollars, et un dernier document qui fit flancher les genoux de Jacques. Le document était un acte de propriété de 640 acres de terres agricoles de première qualité dans le Montana, avec droit d'eau, droit minier et une petite maison de ranch. La propriété avait été achetée au nom de Jacques en utilisant l'argent des ventes secrètes du ranch, l'acte étant détenu en fiducie jusqu'à ce que Jacques découvre la confession de son père. Jacques ouvrit la lettre d'une main tremblante. « Mon fils, disait-elle, je sais que tu me haïras pour ce que j'ai fait à notre terre familiale. Mais j'ai besoin que tu comprennes que chaque perte a été planifiée, chaque sacrifice calculé.
La propriété du Montana a tout ce que notre ranch texan avait autrefois. De l'eau, un bon sol, et de l'espace pour grandir. Je l'ai acheté pour toi parce que je savais que le Texas était en train de mourir et que je ne pouvais supporter de te voir mourir avec lui. Si vous étiez Jacques, que feriez-vous? Prendriez-vous la terre du Montana et abandonneriez-vous tout ce que votre famille a construit? Ou utiliseriez-vous les obligations pour combattre Blackwood Développement et récupérer le ranch texan? Dites-le moi dans les commentaires. J'ai besoin de savoir quel camp vous choisiriez, car ce que Jacques déciderait ensuite déterminerait non seulement son avenir, mais aussi si la loyauté de décennies du tonnerre avait valu l'attente. La lettre continuait, « Les obligations aux porteurs sont votre mise. Utilisez-les à bon escient et souvenez-vous que parfois, la meilleure façon d'honorer le passé est de construire un avenir complètement différent. » Jacques regarda Hélène, qui avait attentivement observé son visage. « Il y a quelque chose d'autre, » dit-elle doucement. « Votre père a laissé une dernière instruction. Il a dit de vous dire que le tonnerre connaît le chemin du Montana. Il a déjà fait le voyage. » Jacques rentra au ranch dans un silence stupéfait. Les obligations aux porteurs et l'acte du Montana étaient en sécurité dans une mallette à côté de lui. La remorque du tonnerre était attachée au camion. Hélène avait insisté, son père avait prépayé la location d'une remorque à chevaux. Sachant que ce jour viendrait. Chaque détail avait été planifié. Chaque imprévu est anticipé. Quand il rentra chez lui, Alexandre trouva une berline noire garée dans son allée. Deux hommes en costume coûteux se tenaient à côté, leurs vêtements de ville mâle à propos sur le fond d'une terre agricole ravagée par la sécheresse. Alexandre reconnut immédiatement le type. Des représentants d'entreprises qui voyaient les ranchs en difficulté comme des opportunités commerciales plutôt que des tragédies familiales. Monsieur Dubois. L'homme le plus grand s'approcha avec un sourire prédateur. Je suis Marc Dubois de la Société de développement du bois. Nous avons essayé de vous joindre. Le sang d'Alexandre se glaça. D'après les documents qu'il avait trouvés, Dubois possédait déjà son ranch. Ces hommes n'étaient pas là pour négocier, ils étaient là pour encaisser. Nous comprenons que vous avez eu du mal avec la sécheresse, continua Dubois, son ton dégoulinant de fausse sympathie. Nous sommes prêts à vous offrir un généreux dédommagement pour la prise de possession immédiate de la propriété. Bien plus généreux que l'accord initial que votre père avait signé. Alexandre se força à rester calme. Quel accord initial? Dubois échangea un regard avec son compagnon. Monsieur Alexandre, vous êtes certainement au courant que votre père nous a vendu cette propriété il y a 5 ans. Nous avons été patients concernant la transition, mais notre calendrier de développement exige que nous commencions les travaux dans les 60 prochains jours. Tonnerre hennit de l'intérieur de la grange, et Alexandre put voir le cheval observer la scène avec une intelligence alerte. L'animal semblait comprendre que ces hommes représentaient un danger, pas seulement pour Alexandre, mais pour tout ce que Tonnerre protégeait. « J'aimerais voir cet accord, » dit Alexandre prudemment. Dubois sortit un dossier de sa mallette et lui tendit un document qui ressemblait à l'acte que Alexandre avait trouvé dans la boîte enterrée. Mais en le lisant, il remarqua quelque chose de crucial. La clause sur les droits d'eau était différente. Cette version du contrat excluait spécifiquement les droits d'eau souterraine, tandis que la copie que son père avait cachée les incluait. L'esprit d'Alexandre s'emballa. Son père n'avait pas seulement dissimulé ses dettes de jeu, il avait monté une longue supercherie contre le développement du bois. En conservant les droits d'eau souterraine et en cachant la vraie valeur de la propriété, il avait essentiellement vendu un terrain sans valeur à des promoteurs qui pensaient obtenir un emplacement de choix. Il semble y avoir une divergence concernant les droits d'eau, dit Alexandre, la voix ferme malgré l'adrénaline qui coulait dans ses veines. Les droits d'eau? Monsieur Alexandre? C'est un pays de sécheresse. Il n'y a pas de source d'eau significative sur cette propriété. Alexandre pensa à la source mentionnée par son père dans la lettre, celle qui alimentait le ruisseau coulant dans la partie nord. Il pensa aux instincts protecteurs de Tonnerre et aux années d'attente patiente. Plus important encore, il pensa au choix que son père lui avait donné. Se battre pour une terre texane sans valeur ou prendre le ranch du Montana et repartir à zéro. Mais en regardant le costume coûteux et les yeux calculateurs de Dubois, Alexandre réalisa qu'il y avait une troisième option que son père n'avait peut-être pas envisagée. Et si la terre texane n'était pas sans valeur après tout? Et si le dernier pari de son père avait été plus grand que quiconque ne l'imaginait? Messieurs, dit Alexandre, en pliant le contrat et en le rendant à Dubois.
Je vais devoir consulter mon avocat avant de signer quoi que ce soit. Je suis sûr que vous comprenez. Le visage de Dubois s'assombrit. Monsieur Alexandre, laissez-moi être clair. Ceci n'est pas une négociation. La dette de votre père envers nous est considérable, et le transfert de propriété était légalement contraignant. Si vous nous obligez à passer par les tribunaux, vous perdrez tout et nous deberez encore de l'argent. Les hennissements de Tonnerre devinrent plus agités, et Alexandre put voir le cheval bouger nerveusement dans la grange. Le malaise de l'animal déclencha quelque chose de protecteur chez Alexandre. Une féroce détermination qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Alors, je suppose que nous verrons ce que les tribunaux ont à dire sur les droits d'eau et si mon père avait l'autorité légale de vendre ce qu'il m'avait déjà transféré. C'était un bluff, mais la réaction de Dubois dit à Alexandre qu'il avait touché quelque chose d'important. Le comportement confiant du promoteur s'effrita, révélant la désolation affamée sous-jacente. Nous reviendrons, monsieur Alexandre, dit Dubois, se retirant vers sa berline. Et la prochaine fois, nous ne vous offrirons pas le choix. Alors que la voiture noire disparaissait sur le chemin de terre, Alexandre se dirigea vers la grange où Tonnerre attendait. Le cheval avait gardé les secrets de famille pendant 20 ans. Et maintenant, c'était au tour d'Alexandre de protéger ce qui comptait le plus. Ce soir-là, Alexandre s'assit à sa table de cuisine, le bon au porteur étalé devant lui comme une main au poker qui pourrait tout changer. Dehors, Tonnerre broutait paisiblement pour la première fois depuis des mois. Sa longue veille était enfin terminée. L'attitude calme du cheval donna à Alexandre l'espoir qu'il prenait la bonne décision. Alexandre avait passé l'après-midi à faire des recherches sur le droit des eaux et les transferts de propriété. Ce qu'il avait découvert rendait le dernier pari de son père encore plus brillant qu'il ne l'avait initialement imaginé. La source souterraine qui alimentait le ruisseau nord n'était pas juste une modeste source d'eau. Des études géologiques des années 1940 montraient qu'elle était connectée à un vaste aquifère qui s'étendait sous 3 comtés. Son père n'avait pas seulement conservé les droits d'eau d'une petite source. Il avait sécurisé l'accès à suffisamment d'eau souterraine pour irriguer des milliers d'hectares, faisant du ranch du Montana un plan de secours plutôt qu'une nécessité. Alexandre prit son téléphone et composa le numéro de Jean Martin, un avocat spécialisé en droit de l'eau qu'il avait trouvé en ligne. Martin s'était fait connaître en défendant les petits éleveurs contre les accaparements de terre par les entreprises, et son bilan était impressionnant. « Monsieur Martin, dit Alexandre au téléphone, j'ai besoin de votre aide pour une situation impliquant le développement du bois et quelques transferts de propriétés douteux. » La voix de Martin se fit plus vive d'intérêt. « Dubois? Je suis leurs opérations depuis 2 ans. Ils se spécialisent dans l'acquisition de propriétés endommagées par la sécheresse à des prix bien inférieurs à la valeur marchande, puis dans leur développement une fois qu'ils ont accès à des sources d'eau que les propriétaires d'origine ignoraient. Et si le propriétaire d'origine connaissait l'eau et l'avait spécifiquement exclu de la vente? Il y eut une longue pause. Monsieur Alexandre, si vous avez des documents prouvant que Dubois ne possède pas les droits d'eau sur des terres qu'il tente de développer, vous pourriez être assis sur le plus grand cas de droit d'eau de l'histoire du Texas. Alexandre organisa une rencontre avec Martin le lendemain matin, mais en raccrochant le téléphone, il entendit le grondement de véhicules lourds approchant du ranch. Par sa fenêtre, il vit un convoi de pick-up avec les logos de Dubois Développement tournés dans son allée. La tête de Tonnerre se redressa de son pâturage et le cheval se dirigea rapidement vers la grange, se positionnant à nouveau comme un protecteur, mais cette fois, il ne gardait pas de secrets enfouis. Il protégeait Alexandre. Marc Dubois sortit du camion de tête, suivi de 6 hommes qui ressemblaient plus à des gros bras engagés qu'à des employés d'entreprise. La courtoisie antérieure du promoteur avait disparu, remplacée par une agressivité à peine contenue. « Messier Alexandre, lança Dubois. Nous avons reconsidéré notre offre généreuse. Compte tenu des complications juridiques que vous semblez vouloir poursuivre, nous sommes prêts à prendre possession de cette propriété immédiatement selon les termes de notre clause de saisie. » Alexandre descendit sur son Porsche, l'acte du Montana précieusement rangé dans sa poche de chemise avec la documentation sur les droits d'eau. Je ne me souviens pas avoir consenti à une clause de saisie. Les dettes de jeu de votre père ne se limitaient pas aux ventes de propriétés, répondit Dubois, produisant un autre jeu de documents. Il a également contracté plusieurs prêts en utilisant ce ranch comme garantie. Des prêts qui sont maintenant en défaut. En tant que créancier principal, nous avons le droit de saisir la propriété pour satisfaire ces dettes. Le cœur d'Alexandre se serra.
La lettre de son père n'avait pas mentionné de prêt supplémentaire, et les papiers enterrés n'incluaient aucun accord de prêt. Pendant un moment, il sembla que Dubois avait anticipé chaque mouvement du plan élaboré par son père. Mais le comportement de Tonnerre racontait une autre histoire. Au lieu de se retirer dans la grange, le cheval s'approcha calmement d'Alexandre et se tint à ses côtés comme une sentinelle. La confiance de l'animal suggérait qu'il y avait encore quelque chose que Dubois ne savait pas. Encore un secret à révéler. Ces documents de prêt, dit Alexandre, étudiant les papiers de Dubois à distance. Incluent-ils les droits d'eau comme garantie? Le sourire de Dubois était triomphant. Tous les actifs de cette propriété, monsieur Alexandre. Le moindre actif. Alexandre mit la main dans sa poche et sortit l'acte des droits d'eau que son père avait sécurisé. Même les actifs qui ont été transférés à une autre entité avant la signature des prêts. Pour la première fois depuis son arrivée, Dubois semblait incertain. Alexandre tendit l'acte des droits d'eau à Dubois, observant le visage du promoteur passer de la confiance à la confusion, puis à une rage à peine contenue en lisant le document. Le transfert était daté de 2 ans avant la signature de l'un des prêts, rendant les droits d'eau légalement séparés de la propriété du ranch que Dubois pensait posséder. C'est impossible, marmonna Dubois, relisant l'acte. Nos études géologiques n'ont montré aucune source d'eau significative. Vos études cherchaient de l'eau de surface, répondit Alexandre. Cet acte couvre les droits souterrains d'un système aquifère qui s'étend sous la moitié du comté. Sans accès à l'eau, votre projet de développement est sans valeur. Tonnerre se rapprocha d'Alexandre. Et pour la première fois, le cheval regarda directement Dubois avec ce qui ne pouvait être décrit que comme de la satisfaction. 20 ans à garder les secrets de famille avaient mené à ce moment de justification. Les hommes de main de Dubois se déplacèrent inconfortablement, réalisant qu'ils étaient témoins de l'effondrement en temps réel de l'accaparement de terre soigneusement orchestré par leur patron. Le promoteur lui-même sembla vieillir de 10 ans alors que les implications s'installaient. Nous pouvons arranger quelque chose, dit Dubois, sa voix perdant son agressivité antérieure. Les droits d'eau. Nous pouvons négocier un prix équitable. Alexandre pensa au ranch du Montana qui l'attendait, aux obligations aux porteurs qui pourraient financer un nouveau départ n'importe où il le souhaitait. Mais il pensa aussi à la dépendance au jeu de son père, aux mensonges et à la tromperie qui avaient failli détruire l'héritage familial. Surtout, il pensa à la loyauté indéfectible de Tonnerre et à la confiance qui avait finalement été récompensée. « Monsieur Dubois, dit Alexandre, je ne suis pas intéressé par la vente des droits d'eau. Mais je suis intéressé par le rachat de la terre de surface que vous avez achetée à mon père. C'est ridicule. Nous avons payé la valeur marchande. Vous avez payé des prix de sécheresse pour une terre dont vous pensiez qu'elle n'aurait pas d'accès à l'eau, interrompit Alexandre. Maintenant que nous connaissons tous les deux la vérité sur l'aquifère, je pense que nous pouvons convenir que la valeur marchande a considérablement changé. Alexandre sortit son téléphone et appela Jean Martin, mettant l'appel sur haut-parleur. Monsieur Martin, j'ai Marc Dubois avec moi. Je pense qu'il aimerait discuter d'un prix d'achat raisonnable pour la restitution de certaines propriétés de la famille Alexandre. La voix de Martin portait la confiance d'un avocat qui savait qu'il détenait toutes les cartes gagnantes. Monsieur Dubois, j'ai fait des recherches sur les méthodes d'acquisition de votre entreprise. Compte tenu de la situation des droits d'eau décrite par monsieur Alexandre, je pense que nous pouvons argumenter que votre achat initial était basé sur une fausse déclaration frauduleuse de la vraie valeur de la propriété. La négociation qui s'ensuivit fut rapide et décisive. Face au choix entre vendre la terre à Alexandre à un prix raisonnable ou mener une longue bataille juridique qu'il ne pouvait pas gagner, le développement du bois choisit la voie de moindre résistance. Au coucher du soleil, Alexandre possédait à nouveau son ranch familial, plus assez d'argent de la vente de la propriété du Montana pour moderniser son exploitation et forer des puits pour accéder à l'aquifère que son père avait secrètement protégé. Si vous appréciez l'histoire, abonnez-vous à la chaîne. Alors que le convoi de Dubois disparaissait sur le chemin de terre pour la dernière fois, Alexandre se tenait à côté de Tonnerre dans la lumière déclinante. Le cheval s'était enfin éloigné de la grange, n'ayant plus besoin de garder les secrets qui avaient façonné leur devis. « On l'a fait, vieux garçon », murmura Alexandre, caressant le cou de Tonnerre. « On a sauvé le ranch. » Tonnerre hennit doucement et frotta l'épaule d'Alexandre. Un geste de contentement qui témoignait de fardeaux enfin levés et de buts enfin accomplis. 3 mois plus tard, la verdure s'étendait à nouveau sur le ranch Alexandre.
L'eau de l'aquifère avait transformé la propriété ravagée par la sécheresse en une oasis de productivité, et le bétail d'Alexandre broutait sur une herbe épaisse et saine sous une irrigation fiable. Tonnerre passait ses journées dans ses pâturages verts, ne montait plus la garde, mais profitait simplement de la paix qui venait de savoir que les secrets de sa famille avaient enfin servi leur but. Le cheval vécut encore 5 ans, regardant Alexandre reconstruire non seulement le ranch, mais aussi son mariage avec Sarah, qui revint en voyant que l'espoir avait remplacé le désespoir dans les yeux de son mari. Quand Tonnerre finit par s'éteindre, Alexandre l'enterra à l'endroit où la boîte secrète avait été cachée, marquant la tombe d'une simple pierre qui disait « Tonnerre Alexandre, gardien des secrets de famille, gardien de la foi ». La grange où Tonnerre avait tenu sa longue veille devint un sanctuaire de loyauté et de patience. Un rappel que parfois les plus grands trésors sont gardés par ceux qui nous aiment le plus. Alexandre ne visita jamais le ranch du Montana que son père avait acheté comme plan de secours. Au lieu de cela, il en fit un refuge pour les chevaux comme Tonnerre. Des animaux dont les jours de travail étaient terminés, mais dont la sagesse et la loyauté méritaient honneur et confort. L'établissement devint connu dans toute la région sous le nom de le repos de Tonnerre. Un endroit où des compagnons fidèles pouvaient passer leurs jours entourés des champs vers que leur protection avait rendu possible. Et parfois, quand le vent était juste comme il faut, les visiteurs du repos de Tonnerre juraient entendre le fantôme d'un vieil éleveur hennissant de satisfaction, sachant que sa veille s'était terminée exactement comme elle aurait dû, avec les secrets de famille transformés en salut familial. Maintenant, cliquez sur la vidéo à l'écran pour entendre une histoire encore meilleure que celle-ci, où la loyauté révèle une vérité si puissante qu'elle change tout ce que vous pensiez savoir sur l'amour et le sacrifice. Cliquez sur la vidéo maintenant.